Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les règles de Margraves de Valeria, un jeu de Isaias Valero, illustré par Mihailo Dmitrievski, édité par Lucky Duck Games pour 2 à 5 joueurs de 14 ans et plus, et des parties de 60 à 90 minutes. Les monstres terrorisent maintenant Valeria, et la reine a ordonné la construction de puissantes tours de conjuration à travers le royaume pour les éradiquer. Ce sont de nobles commandants militaires appelés margraves qui devront escorter les artisans et leur fournir les matériaux nécessaires, et vous incarnerez un de ces margraves. Les chevaliers du royaume seront à leurs ordres, et les 4 guildes apporteront leur aide précieuse contre une sécurité renforcée. Brandissez votre épée et apportez la gloire à votre maison dans les margraves de Valeria. Concernant le matériel du jeu, vous allez avoir 60 cartes citoyens, 20 cartes monstres, 4 cartes repères et 5 cartes aide de jeu. Également 60 tuiles privilèges, divisées en 2, 33 de niveau 1 et 27 de niveau 2, 20 tuiles richesse de départ, des jetons or 30 de valeur 1 et 20 de valeur 5. Vous allez avoir 13 ressources de chaque pour pierre, bois et magie, ainsi que 20 chevaliers, 6 gemmes, un jeton premier joueur, un bloc de score. Pour chaque joueur, vous aurez un jeton force, 4 tours de conjuration, un margrave, 4 marqueurs d'influence, un navire, 4 citoyens de départ, un donjon, ainsi qu'un plateau joueur correspondant à la couleur de joueur. Il y a la même chose au niveau du matériel pour chaque joueur. Je vous montre juste les différentes couleurs disponibles et les différents plateaux au niveau des visuels, parce que ça change du coup. Vous le voyez au passage, c'est très joli. Vous allez également avoir un plateau de suivi qui ressemble à ça, et un plateau de jeu central qui là est plié et qui ressemble à ceci. Concernant la mise en place du jeu, vous allez bien entendu déployer le plateau de jeu au centre de la table et le plateau de suivi juste à côté. Vous allez trier les citoyens selon les nombres qui sont indiqués en bas à droite. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a des nombres, voilà, on le voit bien. Alors tout simplement, ça va être selon le nombre de joueurs. Moi j'ai fait une partie à 4 joueurs, donc tous les citoyens marqués 5, je les ai enlevés. Si vous faites une partie à moins, il va vous falloir enlever tous les citoyens qui ne correspondent pas à votre nombre de joueurs. Ces citoyens qui restent, vous les mélangez, vous en faites une pile en haut à droite du plateau de suivi, et vous en révélez 5 en ligne, face visible, aux 5 emplacements au-dessus du plateau de suivi. Vous allez également séparer les tuiles privilèges selon qu'elles soient de niveau 1 ou de niveau 2. Et là aussi, vous aurez un tri à faire. Donc vous vous en doutez, mais c'est la même chose. Moi, je suis dans une partie à 4 joueurs. J'ai enlevé les tuiles privilèges marquées 5. Il vous faudra enlever les tuiles privilèges qui ne correspondent pas. Vous mélangez celles qui restent bien séparées en 1 et en 2. Puis vous mettez 3 de niveau 1 ici et 3 de niveau 2 là. Mes 2 piles niveau 1, niveau 2 face cachée, elles sont hors caméra, elles sont juste là, mais la réserve est bien là. Donc ça, c'est pour les tuiles privilèges. Également, vous mettez 12 chevaliers ici, en bas à gauche du plateau de suivi. Pour le plateau central, vous allez mettre les pièces dans la zone centrale qui est ici. Vous allez également mettre les ressources différentes, les pierres, les bois et les magies, exactement là où vous les voyez, dans chaque coin à côté des villes qui correspondent. Là, il est indiqué quel nombre vous devez en mettre selon le nombre de joueurs. Donc c'est à respecter, c'est indiqué sur le plateau directement. Là, on ne le voit pas, mais c'est indiqué dessus. Vous en mettez 10, par exemple, dans mon cas, pour une partie à 4 joueurs. Vous mettez également une gemme ici dans la ville en haut à droite, et vous déployez les chevaliers restants, les 8 chevaliers restants, un dans chaque ville. Donc là, je vous les montre, mais il y en a bien un dans chaque ville de ces jolis petits chevaliers. Là, déjà, vous avez déployé tout ce qu'il fallait sur le plateau de jeu, sauf les monstres. Les monstres, il y en a 4 piles différentes, 1, 2, 3 et 4. Ils ont un symbole reconnaissable pour savoir à quelle pile ils appartiennent, donc vous les triez selon ce symbole que vous retrouvez aussi ici, ou selon le dos des cartes, car le dos des cartes correspond à l'emplacement où ils se trouvent sur la carte. Vous avez donc 4 monstres par pile, plus un chef.
Le chef, lui, il va avoir cette icône juste en dessous, reconnaissable, par rapport aux autres qui ne l'ont pas. Le chef va être à part, va être face cachée en dessous de la pile. Vous mettrez la carte repère correspondante au symbole, et ensuite vous mélangerez les 4 monstres restants par-dessus. Vous ferez ça avec chaque pile que vous disposerez comme ça sur le plateau de jeu, puis vous retournerez là pour le premier monstre, tout simplement la première carte monstre de la pile, pour finir votre mise en place sur le plateau. Ensuite, au niveau des joueurs, ils vont avoir un marqueur par piste d'influence ici, bien à gauche de la piste, juste à côté des symboles. Également un navire sur cette piste dans la case du bas, celle marquée d'un 2. Aussi, vous allez avoir votre margrave qui va être ici sur la ville de départ, tout en haut au milieu, c'est-à-dire dans la ville de Chilina. Sur son plateau, chaque joueur va avoir un plateau, et il va avoir son marqueur de force dans l'encoche 0, qui se trouve là. Chaque joueur va récupérer une gemme et la mettre dans un des 12 emplacements de son plateau. Pareil, il va récupérer ses 4 tours de conjuration et les mettre chacune dans un emplacement. Également, il va recevoir son donjon, une aide de jeu et 4 citoyens à sa couleur. Vous allez désigner un premier joueur au hasard et vous allez lui donner le marqueur premier joueur que voilà. Et ensuite, vous allez donner à chaque joueur 4 tuiles richesse comme cela. Il va les consulter et on va les drafter. Donc il va en choisir une à garder, passer les suivantes, celles qui restent à son voisin de gauche, et on va faire comme ça, jusqu'à ce que j'ai sélectionné une deuxième tuile, j'ai passé une troisième tuile, j'ai passé, et on me redonne une quatrième tuile. Chaque joueur va donc de nouveau avoir 4 tuiles, différentes évidemment de celles qu'il avait au départ, dans sa main. Sur ces 4 tuiles, il va en choisir 3 à conserver, une à défausser de manière définitive. Et ça sera ses richesses de départ. Vous pouvez avoir de l'or comme ça à prendre ici, de la force à augmenter ici. Ça, c'est une des 3 ressources au choix entre pierre, bois et magie, à prendre donc sur le plateau. Ça, c'est du chevalier à prendre ici dans cette réserve-là. Ça, c'est 1 d'influence sur une piste. L'influence, c'est ce qui vous fait avancer sur chacune des pistes. 1 d'influence vous faisant avancer d'une case. Et quand il y a un symbole précis, ça vous dit sur quelle piste vous avancez. Là, c'est celle-ci. Donc le joueur avancerait de une case ici sur cette piste. Et le reste, voilà, vous pouvez avoir des tuiles privilèges. Une tuile privilège de niveau 1. Dans ce cas-là, quand vous démarrez la partie, au niveau des tuiles richesse, et qu'on vous demande de prendre une tuile privilège, vous ne la prenez pas parmi celles disponibles, vous la prenez là, dans la pioche face cachée. Quand vous avez fait tout ça, vous êtes prêt à démarrer une partie de Margrave de Valeria. Les joueurs vont jouer chacun à leur tour en sens horaire, en commençant par le joueur possédant le fameux jeton premier joueur. À votre tour, vous devrez jouer une carte. Donc là, en l'occurrence, au tout premier tour, une que vous avez déjà dans vos cartes de départ. Vous devrez donc à votre tour jouer une carte en la posant sur une pile à droite de votre plateau joueur. On va enlever un petit peu tout ça pour faire la place. Le donjon servira à mettre votre argent dedans quand vous le gagnez, tout simplement. Donc, quand vous jouez et que vous devez jouer une carte, vous la posez comme ceci, à droite de votre plateau joueur, et la suivante va venir par-dessus, et ainsi de suite. Vous allez faire comme cela, et de manière à effectuer l'une des 4 actions possibles entre les actions fanion, le texte pouvoir du citoyen, le pouvoir de construction ou le pouvoir de rappel. Et après votre action, vous aurez une phase de fin de tour, puis ça sera au joueur suivant de jouer. Le premier type d'action que vous pouvez réaliser quand vous jouez une de vos cartes, c'est de faire les actions fanion, c'est-à-dire les actions que vous voyez ici. Ça suppose que tout le reste est ignoré et que vous ne faites que l'action qui est là. Vous allez devoir donc résoudre les icônes qui sont dans la bannière, de haut en bas et un par un. Il est possible par contre d'ignorer des icônes, de faire celui-ci, de ne pas faire celui-là et de faire celui-là par exemple. Alors, les différentes choses que vous allez pouvoir retrouver, ça va être d'avancer en force, donc de prendre ici votre marqueur et de l'avancer d'un cran. Ça va être de prendre une des 3 ressources au choix sur le plateau, à condition qu'elle soit disponible, comme du bois par exemple ici. Ça va être de prendre des pièces, tout simplement ici dans la réserve, pour les mettre ici dans votre donjon. Et il va vous rester les 2 autres icônes qui sont déplacer votre margrave et déplacer un chevalier, et ça je vais vous le montrer de plus près. Alors, je joue cette carte, je prends 1 de force par exemple, et je décide de déplacer mon margrave.
Tout simplement, vous êtes forcément sur une ville et vous pouvez vous déplacer sur les différents chemins qui partent et qui sont les chemins clairs. Donc là, dans cette ville, je peux remonter sur la ville d'en haut à gauche, je peux remonter sur la ville d'en haut au milieu, je peux aller sur cette ville ici, ou je peux aller sur celle-ci. Et je peux même d'ailleurs partir sur la ville du milieu en bas. Donc quand on est au milieu, on a beaucoup de directions possibles. Donc je vais choisir un déplacement. Je déplace mon Margrave dans cette ville-là, par exemple. Quand votre Margrave arrive dans une ville, il va automatiquement activer cette bannière-ci, qui est un pouvoir de la ville. Dans ce cas de figure, cette bannière me permet de prendre un bois. À chaque fois que j'active une bannière, j'ai le choix de réaliser ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, ou de prendre 2 pièces dans la réserve. C'est l'un ou c'est l'autre. Ici, par exemple, si je m'étais déplacé là, j'aurais pu payer une pièce pour prendre une ressource, et ainsi de suite. Je reviendrai sur certains emplacements spécifiques, mais quoi qu'il en soit, voilà votre choix. Et de la même manière, ensuite, je peux déplacer un chevalier. Déplacer un chevalier, c'est soit prendre un chevalier qui est là où se trouve maintenant mon Margrave pour le déplacer dans une ville adjacente, de la même manière que ce que je viens de vous expliquer, ou prendre un chevalier que vous auriez en réserve sur votre plateau ici dans un des emplacements pour le déployer là où il y a votre Margrave. Dans tous les cas, soit le chevalier que vous déployez, soit celui que vous déplacez, va vous permettre de réaliser, encore une fois, l'action indiquée dans le cartouche, ou de prendre 2 pièces. Voici un des pouvoirs un petit peu spécifiques. Il s'agit de cette icône de bateau avec cette flèche qui vous indique que vous allez pouvoir tourner comme cela tout autour de cette piste, et vous allez pouvoir le faire de manière illimitée et faire plusieurs fois éventuellement le tour de cette piste pendant la partie. Quand vous arrivez là et que vous activez cette bannière, vous pouvez payer autant de ressources que vous voulez pour avancer d'une case par ressource sur cette piste. Si par exemple je paye 4 ressources, je vais me retrouver ici, et là je vais récupérer tout ce qu'il y avait sur mon parcours pour ces 4 cases: 3 pièces, une influence, 3 pièces, une tuile privilège niveau 1. Les pièces, vous les récupérez là. L'influence avec ce symbole-là, ça vous fait avancer sur les pistes, et quand il n'y a pas d'icône de piste, comme c'est le cas ici, vous avancez d'une case sur la piste que vous voulez ici, mais j'y reviendrai bien entendu. Et quand vous avez un symbole de tuile privilège, bon là, on voit que les niveaux 2 dans mon cadrage, mais vous la prenez ici face visible, tout simplement. Et voilà ce que fait cette ville-là, ça va vous permettre de naviguer à l'extérieur et de récupérer des ressources pour ce faire. L'autre pouvoir un petit peu spécifique, c'est celui qui est là, sur la ville de départ, et qui va vous permettre tout simplement d'acheter une carte citoyen, d'enrôler un citoyen. Vous allez donc choisir parmi les 5 cartes disponibles la carte qui vous intéresse, payer le coût indiqué et la récupérer directement dans votre main. Voilà, pour l'ensemble des autres lieux, c'est assez simple puisque vous allez prendre directement de la ressource ou de la force. Je vous ai montré l'action qui consistait à faire les fanions. La deuxième action possible, c'est d'activer le texte pouvoir du citoyen qui se trouve ici. Sachez que tous les citoyens sont expliqués en détail en pages 11 et 12 des règles si vous avez le moindre doute sur leur fonctionnement. Pour activer le texte pouvoir, vous allez devoir le faire dans l'ordre, en partant de la ligne du haut jusqu'à la ligne du bas. Vous allez devoir réaliser l'ensemble de ce qu'il y a marqué, sauf s'il y a marqué « vous pouvez ». Par exemple, chaque joueur peut, ce n'est pas une obligation, donc cette ligne-là est obligatoire, celle-là ne l'est pas. Justement, quand il y a marqué chaque joueur, comme ici, vous allez commencer par le joueur actif, qui pourra, s'il le veut, réaliser cette action, puis vous allez partir en sens horaire et chaque joueur va pouvoir réaliser l'action indiquée. Quand il y a marqué chaque adversaire, c'est pratiquement la même chose, sauf que le joueur actif n'est pas concerné, donc le joueur actif ne le fait pas, on passe au joueur à sa gauche qui pourra le faire, et ainsi de suite. Voilà comment cela fonctionne. Vous voyez par exemple ici, vous allez devoir faire ceci, et là il y a marqué vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de le faire, et c'est toujours dans cet ordre-là. Donc, grosso modo, je pose la carte par-dessus et je décide d'utiliser ici son pouvoir de texte. C'est la deuxième action possible. Quand vous allez jouer certaines cartes pour leur pouvoir de texte, il y aura parfois ceci, vous pouvez terrasser un monstre. Et là, c'est très intéressant, puisque ça va vous permettre de vous occuper des différents monstres qui sont là pour menacer Valeria.
Vous allez devoir pour cela regarder quel monstre vous pouvez atteindre. Alors quand votre Margrave est dans une ville, je vous ai dit que les routes claires permettaient de mener à une autre ville et les routes foncées permettent de mener au monstre. Donc dans ce cas de figure, je vais regarder quel monstre je peux atteindre. Dans cette ville d'Angle, je ne peux atteindre que le monstre qui est là. Les autres sont trop loin pour moi, il faudrait d'abord que je change de ville. Les monstres que je peux atteindre, je vais regarder ce qu'ils nécessitent pour être vaincus. Ça va être forcément de la force et ça va être parfois de la magie. Quand ils nécessitent de la magie, vous devez impérativement avoir cette magie en stock, sinon vous ne pouvez pas vous attaquer à ce monstre dans tous les cas. Vous allez devoir donc payer la magie s'il y en a. Donc là par exemple, une magie, je la prends de mon stock et je la paye, je la remets sur le plateau. Puis rassembler les 4 de force qui sont indiqués ici. Alors pour rassembler les 4 de force, il y a plusieurs manières de procéder. Vous pouvez avoir cette force ici, dans votre piste de force, et là en l'occurrence c'est mon cas, j'ai bien 4. Vous pouvez avoir également des chevaliers qui sont sur la même ville que vous. Chaque chevalier sur la même ville que vous décideriez d'utiliser vous donnera 1 de force également. Et vous pourriez avoir dans votre stock ici des chevaliers aussi et décider de les envoyer pour avoir 1 de force par chevalier également. Dans ce cas de figure, je peux donc envoyer le chevalier qui était dans ma ville, un chevalier qui était dans mon stock, et utiliser 2 de force ici. Je déplace. Et l'ensemble fait bien 4 de force, et à ce moment-là, le druide elfe noir, dans mon exemple, est vaincu, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Quand un monstre est vaincu, on va gagner l'influence qui a marqué ici, et donc avancer sur une des pistes de notre choix du nombre de cases indiquées par le nombre de points d'influence, et on va gagner ce qu'il y a en dessous en récompense également, ici c'est 3 pièces et une ressource de mon choix. Enfin, on va devoir prendre ces chevaliers et les mettre sur les tombeaux héroïques. Ils ne sont pas morts pour rien, donc ça se place sur le plateau de suivi. Pensez également à faire passer votre carte monstre à l'envers et en dessous du paquet quand il est vaincu. Et donc vos chevaliers, vous allez les placer sur une des 9 cases encore disponibles des tombeaux héroïques. Effectivement, 3 cases ici, 3 là, 2 ici et 1 là. Donc là, par exemple, il y a déjà eu des chevaliers de placés. Moi, quand je place automatiquement les chevaliers debout comme cela. Et à la fin de mon tour, les chevaliers que j'ai passés ici debout me donneront peut-être des récompenses. Si jamais quand je veux placer mes chevaliers, j'ai plus assez de place, là il n'y avait pas de souci, je les place ici sur la statue à l'aura bleue, et je les place debout également. Et je vous expliquerai lors de la phase de fin de tour ce qui se passe avec ces chevaliers placés sur les tombeaux héroïques. Je vous l'ai indiqué déjà à plusieurs reprises, mais quand vous gagnez de l'influence, vous prenez vos marqueurs et vous les déplacez d'autant de cases que d'influence gagnées sur la piste de votre choix. Si vous gagnez un lot de plusieurs influences, typiquement 3 influences, vous pouvez avancer sur 3 pistes de différence de 1, sur une piste de 3, ou sur une piste de 2, sur une piste de 1. C'est vous qui répartissez l'influence comme vous le voulez. Donc vous pouvez avancer comme cela sur les pistes, sauf que il y a à différents endroits ces rivières avec ces ponts, et un coût indiqué ici. Quand je suis ici, même si je gagne de l'influence, si je veux avancer sur cette piste pour passer à la case d'après, je vais devoir payer le coût indiqué ici 2 pièces. Si je ne peux pas payer ce coût, je ne peux pas avancer sur cette piste, je dois en choisir une autre. Si je suis bloqué sur toutes les pistes et que je n'ai pas d'argent pour payer, je n'avance plus. Donc, supposément, je paye 2 pièces, je peux continuer d'avancer sur cette piste si j'ai gagné de l'influence. Quand je passe un pont après avoir payé sur une piste, je vais pouvoir récupérer des tuiles privilèges qui sont là. Tout simplement, le type de tuile est indiqué ici. Donc ce pont et ce pont, c'est du niveau 1. Celui-là, j'ai le choix entre niveau 1 et 2. Et ce pont, c'est du niveau 2. Donc là, je viens de passer. Je vais pouvoir récupérer une des tuiles face visible niveau 1 et la garder avec moi. Ça me permet de vous dire qu'il y a 2 types de tuiles d'influence. Je vais les rapprocher pour que vous voyez mieux. Quand il y a un sablier, c'est un effet fin de partie. Quand il y a un parchemin enroulé, c'est une tuile que vous gardez à côté de vous et que vous pouvez utiliser à tout moment pendant votre tour. Quand vous le faites, vous retournez la tuile après avoir pris les bénéfices qui sont dessus et vous ne pourrez plus l'utiliser par la suite, bien entendu. Voilà les 2 types de tuiles privilèges qui existent.
Alors, quel intérêt d'avancer sur ces fameuses pistes des guildes? C'est assez simple, il y a des points de victoire indiqués là, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et selon votre position sur une piste de guilde, ça vous fera un certain nombre de points de victoire à multiplier par les icônes de cette guilde. Donc l'icône de la guilde, il est là. Et où est-ce qu'on trouve des icônes de guilde? On va trouver des icônes de guilde en haut à droite des cartes citoyennes que vous allez pouvoir recruter. Si j'ai cette carte dans mon jeu à la fin de la partie, c'est un icône pour cette guilde. On va trouver aussi des icônes de guilde sur les tuiles privilèges. Si j'ai réussi à prendre cette tuile privilège, si je la choisis par exemple en passant le pont ici, j'aurai un icône en fin de partie, encore une fois, pour cette guilde. De la même manière, vous allez pouvoir retrouver des icônes de guilde sur les différentes villes, il y en a 2 à chaque fois, et quand vous construirez des tours de conjuration dessus, ça vous donnera le bénéfice de ces icônes. Donc si je construis plus tard une tour de conjuration ici, j'aurai ces 2 icônes guilde, dont celui-là qui correspond à celle-ci par exemple. Donc vous allez faire à la fin de la partie la somme des icônes que vous avez de la guilde, multipliée par votre emplacement en points de victoire. Donc là, j'ai pour l'instant 2 points de victoire pour chaque icône comme ça. Si j'ai bien celui-là, j'ai construit ici, et j'en ai un autre dans ma main ici, 3 icônes par 2 points de victoire, ça fait 6 points de victoire pour cette guilde. Donc ça, c'est une des sources importantes de points de victoire pour le jeu. Votre position dans chaque guilde vous indique votre multiplicateur pour les icônes de la guilde en question. Également, au niveau des tuiles privilèges, vous avez ce genre de bannières. Il y en a une là, il y en a une ici. Il existe 6 bannières de couleurs différentes, et tout simplement, votre but, si vous commencez à prendre des bannières de couleurs, c'est de prendre le maximum de bannières de couleurs différentes, puisque ça fait des points de victoire à la fin de la partie qui sont au carré. Donc si j'ai une seule tuile, c'est 1 point. Si j'en ai 2, c'est 4 points d'un coup. Si j'en ai 3, c'est 9 points, et ainsi de suite. Je peux faire plusieurs séries, je peux en avoir 3 qui font 9 points, et une à part qui fait 1 point, même si c'est pas très efficace. Donc voilà à quoi servent ces petites bannières dans les tuiles privilèges. La troisième action possible, c'est de jouer une carte comme ceci à l'envers, avec la flèche qui pointe vers ces 2 encadrés là, et de réaliser l'encadré du bas qui est là, à savoir activer le pouvoir de construction. Pour cela, vous allez devoir payer les ressources qui sont indiquées là, c'est-à-dire une pierre, un bois, une magie, une gemme. Elles doivent être disponibles ici, donc là en l'occurrence je vais payer ces 4 ressources, et vous allez pouvoir prendre une de vos tours disponibles et construire une tour de conjuration dans la ville où se trouve votre Margrave, sur un des 3 emplacements pour les tours disponibles. Évidemment, il faut qu'il y ait un emplacement disponible, et également chaque joueur ne peut avoir qu'une tour à sa couleur par ville, donc il ne faut pas que j'ai déjà une tour à moi dans cette ville. Quand vous vous posez, vous allez prendre immédiatement le bénéfice qui est indiqué là, par exemple de ressources, ou une tuile privilège niveau 1 ou 4 pièces, et vous allez également marquer 3 points d'influence, ce qui est indiqué ici, et donc avancer de plusieurs cases, de 3 en tout, sur les différentes pistes que vous voulez, et faire éventuellement des paiements pour les ponts, comme je vous l'ai expliqué, et des prises de tuiles privilèges, pourquoi pas. Voilà au niveau d'activer le pouvoir de construction. La 4e action possible, c'est encore une fois de mettre une carte à l'envers, mais là vous l'avez compris, il s'agit d'activer l'encadré du haut, qui est le pouvoir de rappel. Vous allez pour cela choisir une carte citoyen présente là dans les 5, et la défausser définitivement du jeu. Vous allez ensuite récupérer l'ensemble des cartes que vous aviez jouées et les remettre tout simplement dans votre main, et vous allez avoir la possibilité de payer une carte pour l'acheter et l'ajouter à votre main à ce moment-là. Alors attention, cette action-là est totalement obligatoire s'il ne vous reste plus qu'une carte en main. S'il vous reste plus qu'une carte en main, vous êtes obligé de la jouer comme ça et de faire l'action de rappel. Vous pouvez faire cette action de rappel avant d'en avoir plus qu'une carte, mais si vous en reste plus qu'une, vous êtes obligé de réaliser cette action.
Une fois que vous avez réalisé une de ces 4 actions, arrive votre fin de tour. Dans votre fin de tour, vous allez d'abord vérifier les tombeaux héroïques. Donc si vous avez fait un combat à ce tour et que vous y avez mis des chevaliers debout, ça va être le moment de récupérer vos récompenses. Si vous complétez une ligne, ce qui est mon cas ici, vous récupérez la récompense. Là, je gagne 2 de force que je rajoute ici, par exemple, immédiatement. Là, j'ai complété cette ligne-là, ça me donne un chevalier qu'il faut que je récupère d'ici et que je mette ici dans ma réserve. Et une fois que j'ai fait ça, je mets mes chevaliers couchés comme ceci. Donc vous comprenez bien que si d'autres personnes viennent se rajouter, par exemple, si je viens de me rajouter ici 2 chevaliers, je vais gagner un point d'influence. Si je viens me rajouter 3 chevaliers là, je vais me gagner un point d'influence, et comme j'aurais fait cette ligne-là, 2 ressources. Donc à chaque fois que quelqu'un complète ligne ou colonne, ou les deux en même temps, il va récupérer tout simplement les ressources éventuelles. Au bout d'un moment, il peut arriver que tout soit rempli comme cela grâce aux chevaliers que vous avez positionnés. Quand ça arrive, tous les chevaliers vont être retirés, remis ici dans la réserve, et ensuite on va regarder les villes du plateau, et pour chaque ville qui n'aura pas de chevalier, là je vois qu'elles en ont un, mais pour chaque ville qui seront sans chevalier, on prendra un chevalier et on rajoutera un par ville qui n'a pas de chevalier à ce moment-là. Ça, c'est la première chose à vérifier à la fin du tour. La deuxième chose à vérifier, c'est s'il y a des tuiles privilèges qui ont été prises. Si c'est le cas, on va tout simplement compléter avec des nouvelles tuiles privilèges. La troisième chose, c'est vérifier si des citoyens ont été pris. Si c'est le cas, on va faire glisser le cas échéant, les flèches sont indiquées là, vers la gauche, et refournir le ou les citoyens manquants avec la pioche tout simplement. La dernière chose qu'il reste à vérifier, c'est les piles de monstres. S'il y a eu un combat, le monstre a été battu, il faut de nouveau retourner un monstre. La possibilité, c'est que, en ayant mis le monstre combattu en dessous, on soit arrivé sur la carte repère. Dans ce cas-là, on retire la carte repère. Là, c'est automatiquement le chef. On mélange l'ensemble des cartes. On remet la tuile repère en dessous. Et on retourne le monstre, bon là c'est un hasard, c'est le même, et on replace ça sur le plateau. Voilà tout ce qu'il peut y avoir à faire en fin de tour. On va jouer comme cela, chacun son tour, jusqu'à ce qu'une des conditions de fin de partie se déclenche. Alors au niveau des conditions de fin de partie, je vous ai dit qu'il fallait, quand il n'y avait plus en fin de tour de tuiles privilèges, réapprovisionner. Si on ne peut pas réapprovisionner en tuiles privilèges, ça déclenche la fin de partie. Je vous ai dit également que s'il manquait des citoyens en fin de tour, il fallait réapprovisionner. Là aussi, si on ne peut pas réapprovisionner en citoyens, ça déclenche la fin de partie. Et enfin, on a chacun 4 tours de conjuration au départ de la partie. Si un joueur a construit sa 4e tour de conjuration, cela déclenche également la fin de la partie. Dans tous les cas, on termine le tour en cours pour que tous les joueurs aient joué le même nombre de tours, et on passe ensuite au décompte final. Le décompte final va se faire à l'aide de ces blocs de score. Il faudra une feuille par personne jouant, sachant qu'elles sont recto-verso tout de même. Et donc, qu'est-ce qu'on va noter sur ces feuilles? On va noter l'ensemble des icônes de chaque guilde. Donc là, on va regarder les icônes que j'ai sur les tuiles privilèges, c'est-à-dire éventuellement les icônes que j'ai sur des tuiles comme ça, pour cette guilde-là, puis pour celle-là, celle-là et celle-là. Et on va les noter. On va regarder les icônes que j'ai sur les citoyens pour chaque guilde. Donc si j'ai des cartes citoyens, là j'ai une icône, etc. Donc je vais noter combien de cartes avec chaque icône j'ai pour chaque guilde. De la même manière, on va regarder là où on a construit des tours de conjuration. Donc pourquoi pas, on va en mettre une pour tricher. Hop, j'avais une tuile de conjuration ici. J'ai des icônes, donc pour chaque tour de conjuration, je regarde combien d'icônes j'ai de chaque guilde. Ensuite, je vais regarder où j'en suis sur la piste pour chaque guilde, c'est-à-dire si je suis en 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 de multiplicateurs, et je vais l'indiquer pour chaque guilde. Et enfin, je vais faire la multiplication, donc de là où j'en suis sur chaque piste, par le nombre complet que j'ai d'icônes, et ça va me donner un score pour chaque guilde. Enfin, je vais regarder si j'ai la chance d'avoir plusieurs bannières comme ça.
Et pour chaque série avec des bannières différentes, eh bien, je vais avoir, par exemple, si j'ai 4 bannières différentes, 16 points, puis si malheureusement à côté j'ai eu 2 autres bannières différentes, c'est une autre série, 4 points. Je vais additionner tout ça et je vais le mettre là. Et là, enfin, ça va être les restants. Pour les gemmes restantes, ça fera 2 points. Pour les lots de 3 ressources restantes, ça fera 1 point. Et pour les lots de 5 pièces restantes, ça fera 1 point. On additionne, on fait les totaux de tout ça. Et là, on a, si tout va bien, un vainqueur qui va l'emporter. En cas d'égalité entre les joueurs qui sont à égalité pour la victoire, ça sera celui qui a le plus d'or qui gagnera la partie. Margrave de Valeria a un ensemble de mécaniques agréables et est servi par un matériel au top en termes de qualité, de quantité et d'illustration. Différentes stratégies s'opposent, les tuiles de départ et privilèges, les monstres et les citoyens disponibles contribuent à un bon renouvellement des parties. C'est un jeu familial plus ou expert moins, selon votre préférence, et le seul reproche que j'aurais à lui faire concerne les temps de partie relativement longs pour un jeu de sa catégorie. Pour autant, on ne s'ennuie pas autour de la table et on est plongé dans le monde de Valeria, donc c'est très agréable. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, là ça fait toujours plaisir, et puis vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.